Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé détaillé en avance de Plus belle la vie, épisode 509, un épisode dense, tendu, et profondément troublant, où chaque scène semble annoncer une chute imminente sans que l'on sache encore qui en sortira indemne. Dans cet épisode, l'atmosphère devient irrespirable dès les premières minutes. Au commissariat, les certitudes vacillent, les versions se fissurent, et un personnage que l'on croyait dépassé par les événements pourrait bien se révéler au cœur d'une mécanique bien plus dangereuse. Une simple fraude au code de la route n'est peut-être que la partie visible d'un mensonge plus vaste, tandis qu'un nouvel élément vient brutalement remettre en cause un alibi que tout le monde pensait solide. Mais l'enquête n'est pas la seule à s'assombrir. Sur le plan intime, les masques tombent aussi. Vanessa semble prête à tout abandonner, à se détacher de son image, de ses repères, au grand désarroi d'Ulysse, qui sent confusément qu'une vérité enfouie pourrait être à l'origine de tous leurs ennuis. Une peur sourde s'installe, celle de découvrir que certains choix passés pourraient aujourd'hui exploser au grand jour. Pendant ce temps, au Mistral, les apparences de normalité masquent des tensions plus profondes. Les non-dits s'accumulent, les malentendus se multiplient, et des décisions prises dans l'urgence risquent de laisser des traces durables. Entre quiproquos douloureux, silence lourd de sens et relations mises à l'épreuve, chacun tente de préserver un fragile équilibre alors même que tout menace de s'effondrer. Et comme souvent dans Plus belle la vie, l'épisode 509 joue sur un contraste saisissant. D'un côté, une enquête qui se durcit, révélant peu à peu une manipulation inquiétante. De l'autre, des instants plus légers, presque rassurants, qui donnent l'illusion d'un répit. Mais ce calme apparent pourrait bien n'être que le prélude à un basculement brutal. Car une chose est sûre, dans cet épisode, chaque silence compte, chaque regard a son importance, et chaque vérité révélée en cache une autre, bien plus dérangeante. Installez-vous confortablement. On revient ensemble, scène par scène, sur l'épisode 509 de Plus belle la vie, un épisode riche en tensions, en émotions et en suspense, qui pourrait bien changer durablement la trajectoire de plusieurs personnages. Le nouvel épisode de Plus belle la vie s'ouvre sur une séquence lourde de sens, où les premières fissures apparaissent enfin, laissant entrevoir une vérité bien plus trouble qu'il n'y paraît. Au commissariat, la pression devient trop forte pour Théo. Acculé par les éléments réunis contre lui, il finit par lâcher ce qu'il tentait jusqu'ici de dissimuler, il reconnaît avoir triché lors de son examen du code. Un aveu qui, pris isolément, pourrait sembler anodin, presque dérisoire. Mais dans le contexte actuel, il agit comme un révélateur. Cette fraude fragilise considérablement sa position et accentue les soupçons qui pèsent déjà sur lui. Théo comprend qu'il n'est plus simplement face à un simple rappel à l'ordre, mais au cœur d'une affaire bien plus grave, liée à l'agression de Blanche au pavillon des fleurs. Encore profondément marquée par ce qu'elle a vécu, Blanche se confie ensuite à Patrick. Elle ne parle pas seulement de peur ou de panique, mais d'un sentiment bien plus inquiétant. Elle raconte la haine qu'elle a lue dans le regard de Théo. Une colère froide, presque incontrôlable. Selon elle, il n'était pas simplement inquiet à l'idée que certaines images circulent, mais prêt à tout pour récupérer les photos la concernant, ainsi que celles de Noémie et Vadim. Patrick écoute attentivement. Les mots de Blanche résonnent comme un avertissement. Conscient que chaque détail compte désormais, il récupère la carte SD de l'appareil photo. Un objet en apparence banal, mais qui pourrait bien renfermer des éléments déterminants pour la suite de l'enquête. Sur le terrain, Jean-Paul Boé poursuit méthodiquement ses vérifications. Il se rend à l'auto-école dédiée afin de consulter l'emploi du temps de Théo le jour précis de l'agression. Jean-Paul ne laisse rien au hasard. Une incohérence, aussi minime soit-elle, pourrait faire basculer toute l'affaire. Très vite, une question s'impose à lui, de plus en plus insistante. Et si Théo n'avait pas été là où il prétendait se trouver ce jour-là? Pire encore, s'il avait fait passer quelqu'un d'autre à sa place pour l'examen? Cette hypothèse ouvre une brèche inquiétante dans l'enquête. Si elle venait à se confirmer, l'alibi de Théo pourrait s'effondrer totalement, révélant une manipulation bien plus construite qu'un simple mensonge de panique. Peu à peu, une idée prend forme. Théo n'est peut-être pas seulement un étudiant dépassé par les événements, mais un élément central d'un engrenage dangereux, capable d'entraîner d'autres personnes dans sa chute. La scène suivante change d'atmosphère,
mais conserve la même intensité émotionnelle, en se recentrant sur un face-à-face intime et douloureux. Ulysse tombe sur une photo de Vanessa en plein service au Mistral. L'image circule déjà sur les réseaux sociaux, commentée, partagée, détournée. Il reste figé devant l'écran. Pour lui, ce n'est pas un simple cliché anodin. Il y voit une fuite en avant, une manière pour sa mère de se changer les idées en agissant sans réfléchir aux conséquences. Cette image publique, qu'elle a toujours si soigneusement maîtrisée, semble désormais lui échapper complètement. Mais Vanessa, de son côté, affiche une indifférence presque déconcertante. Elle balaie les inquiétudes de son fils d'un geste las. Elle affirme qu'elle n'en a plus rien à faire de son image, qu'au moins, avec cette photo, elle inspire un peu de pitié, et que cela change de ce qu'elle a toujours renvoyé. Son ton est détaché, presque provocateur, comme si elle cherchait à se protéger derrière cette désinvolture assumée. Ulysse ne reconnaît plus la femme qui lui fait face. Il a le sentiment qu'elle oscille entre un abandon total et un déni profond. Cette légèreté affichait l'alarme bien plus que n'importe quel scandale médiatique. Il lui avoue sa lassitude, celle d'être constamment le seul à s'inquiéter, à anticiper les retombées, à tenter de maintenir un semblant de contrôle, pendant qu'elle semble tout laisser filer. Peu à peu, le masque de Vanessa se fissure. Derrière l'ironie et le détachement, une peur bien plus profonde refait surface. Elle avoue enfin à Ulysse ce qui la hante réellement, la crainte de découvrir que tous leurs ennuis pourraient venir d'Ophélie. Cette simple idée la terrorise. Car si cela s'avérait vrai, tout ce qu'elle a cherché à protéger, à contenir, à justifier, risquerait de s'effondrer brutalement. Le silence qui suit est lourd de sens. Pour la première fois, Ulysse comprend que cette désinvolture n'est qu'une façade fragile. Et que derrière cette Vanessa qui prétend ne plus rien craindre, se cache une femme profondément angoissée à l'idée que la vérité, une fois révélée, soit bien plus destructrice qu'elle ne l'imagine. La scène suivante s'ouvre sur un quiproquo aussi maladroit qu'émotionnel, révélateur des fragilités et des non-dits qui s'installent peu à peu. Steve a réussi à s'arranger pour terminer plus tôt que prévu. Il arrive enthousiaste, persuadé d'avoir sauvé la situation et de pouvoir enfin accompagner Apolline au concert. Il se présente avec l'élan de quelqu'un qui croit avoir fait le bon choix au bon moment. Mais dès qu'il croise Apolline, il perçoit immédiatement un malaise. Quelque chose cloche. L'ambiance n'est pas celle qu'il imaginait. De son côté, Apolline est en plein tumulte intérieur. Elle ne s'attendait plus à voir Steve arriver. Convaincue qu'il ne serait pas disponible, elle a entre-temps proposé à Léa de l'accompagner. Désormais prise au piège de sa propre initiative, elle panique. Face à Steve, elle n'ose pas dire la vérité. La peur de décevoir, d'expliquer, de créer un malaise plus grand encore l'emporte. Dans l'urgence, elle improvise. Elle lui ment. Elle affirme qu'elle a finalement proposé à une fille de la fac de venir avec elle. Elle tente de donner le change, adopte un ton léger, presque désinvolte. Mais le malaise est palpable. Rien ne sonne juste. Steve encaisse l'information, surpris, sans vraiment comprendre ce qui se joue derrière cette excuse maladroite. Il sent confusément qu'on lui échappe, sans parvenir à mettre des mots dessus. La discussion est brusquement interrompue. Steve doit partir tirer les numéros du bingo. Il s'éclipse, laissant la situation en suspens. Apolline se retrouve seule, face à son mensonge et à la culpabilité qui l'accompagne déjà. Elle regarde son téléphone, consciente qu'elle s'est enfermée dans une situation inutilement compliquée. Elle sait qu'elle aurait pu dire la vérité, mais il est désormais trop tard pour revenir en arrière, du moins pour l'instant. La scène s'achève sur cette confusion sentimentale. Entre rendez-vous manqués, demi-vérité et occasion ratée, Apolline reste figée dans un malaise qu'elle a elle-même provoqué, tandis que Steve s'éloigne, sans savoir qu'il vient peut-être de rater bien plus qu'un simple concert. La séquence suivante s'inscrit dans une normalité trompeuse, faite de petits arrangements du quotidien et de silences assumés. Léa annonce à Jean-Paul qu'elle va à un concert avec une copine. Le ton est simple, naturel, presque banal. Elle ne précise pas qu'il s'agit d'une patiente. Elle choisit de taire ce détail, non par mensonge, mais par prudence. Jean-Paul ne pose pas de questions. Il accepte l'information telle qu'elle est donnée et lui répond qu'il s'occupera d'Aurore.
Le quotidien se met en place ainsi, sur une confiance tacite, où chacun avance avec sa part de non-dit, sans chercher à tout éclaircir. Dans la continuité, l'atmosphère change subtilement pour devenir plus chargée émotionnellement. Vanessa annonce à Thomas qu'elle met fin à leur cours particulier. Elle ne tergiverse pas. Elle explique clairement qu'elle traverse une période de crise personnelle et qu'elle ne peut plus continuer à se disperser. Ces cours, au-delà de leur utilité, étaient aussi pour elle une manière d'éviter de faire face à ce qu'elle doit affronter. Aujourd'hui, elle sent qu'elle ne peut plus se cacher derrière ses échappatoires. Thomas reçoit la nouvelle de plein fouet. Il lui avoue qu'il se sent abandonné. Ces moments comptaient pour lui, bien plus qu'un simple apprentissage. Ils représentaient un repère, une présence, une forme de soutien discret mais essentiel. Vanessa l'écoute attentivement, sans se refermer. Elle lui demande de lui faire confiance, comme elle, de son côté, lui a toujours fait confiance. Elle insiste sur un point essentiel, cette décision n'est pas un rejet, mais une nécessité vitale pour elle. Peu à peu, Thomas finit par accepter. Il lui dit qu'elle sera toujours la bienvenue au Mistral, quand elle en aura envie. Qu'elle n'a pas besoin de prétexte ni de raison particulière pour passer. Et surtout, que ses conseils valent de l'or. C'est sa manière de lui faire comprendre qu'elle compte réellement et qu'elle continuera de compter, malgré cette pause imposée. La scène se referme sur cette séparation douce-amère. Chacun prend une direction différente, conscient que certaines pauses sont parfois indispensables pour affronter la réalité. Et que les liens les plus sincères, même mis à l'épreuve, ne se rompent pas aussi facilement. La scène suivante relance la tension sur plusieurs fronts, mêlant inquiétude personnelle, révélation décisive et instant de respiration plus léger, comme autant de contrastes avant la tempête. Patrick interpelle Morgane. Il lui demande si elle a aperçu Vadim à la résidence. Il lui explique que Noémie l'a quitté et que, depuis, il s'inquiète pour lui. Patrick sent que la situation lui échappe. Vadim encaisse coup sur coup, sans réel soutien, et ce silence qui l'entoure commence à l'alarmer. Morgane cherche dans ses souvenirs, consciente que le moindre détail peut désormais avoir son importance dans un contexte devenu instable. Au même moment, Jean-Paul Boé apporte une avancée déterminante à l'enquête. Il a mis la main sur une vidéo de surveillance située devant l'auto-école. Les images sont sans appel. Ce jour-là, ce n'est pas Théo qui s'est présenté à l'examen du code, mais un sosie. Un homme suffisamment ressemblant pour tromper la vigilance. Plus troublant encore, cette personne est connue des services de police. En un instant, l'alibi de Théo s'effondre. L'idée qu'il ne s'agissait que d'un étudiant dépassé par les événements vole en éclats. La piste prend une toute autre dimension, révélant une manipulation bien plus construite qu'il n'y paraissait. Changement d'ambiance au Mistral. Thomas échange avec Barbara et lui soumet une nouvelle idée pour faire face aux contraintes du moment. Il propose de transformer certaines entrées en version XXL afin d'en faire des plats à part entière, réduisant ainsi les coûts de production. Barbara l'écoute, mi-amusée, mi-surprise, avant de lui lancer « taquine ». Vanessa Kepler sort de ce corps. Une remarque légère qui souligne à quel point l'influence de Vanessa commence à se diffuser jusque dans la cuisine, malgré son absence. La tension retombe brièvement. Léa et Apolline se retrouvent, toutes deux soigneusement apprêtées, prêtes à partir au concert. L'atmosphère est plus douce, presque complice. Elles échangent un regard, sourient, puis décident de se tutoyer. Un geste simple, mais symbolique, qui marque une proximité nouvelle, plus naturelle, plus directe. La scène se referme sur ce contraste saisissant. D'un côté, une enquête qui se durcit et révèle une manipulation inquiétante. De l'autre, des moments de légèreté et de lien qui se resserrent. Comme si, au cœur du chaos, chacun tentait de préserver un semblant de normalité avant que tout ne bascule à nouveau. L'atmosphère s'assombrit aussitôt. En interrogatoire, Théo finit par reconnaître les faits. Face à Morgane, sous le regard attentif de Patrick, il admet avoir triché pour l'examen du code. L'aveu tombe sans éclat, presque mécaniquement, comme une vérité devenue impossible à nier. Il ne cherche pas à se justifier. Il se contente du minimum. La procédure s'enclenche immédiatement. À la suite de la plainte déposée par Blanche, Théo est placé en garde à vue.
Le cadre devient officiel, rigide, implacable. La porte se referme derrière lui, mettant fin à toute illusion de contrôle. Mais soudain, Théo change d'attitude. Il se mure dans le silence. Son visage se ferme, ses bras se croisent, son regard se détourne. Il lâche une phrase sèche, définitive, il ne dira plus rien. Plus un mot. Plus d'explications. Plus aucune coopération. Morgan tente de relancer l'échange. Patrick observe, attentif à ce basculement brutal. Ce mutisme n'a rien d'un soulagement après l'aveu. Il ressemble davantage à une stratégie. À une protection. Peut-être celle de quelqu'un d'autre. Le silence devient une arme, lourde de sens. La scène s'achève sur ce blocage net. Théo a parlé juste assez pour s'enfoncer, puis s'est refermé totalement. Une certitude s'impose alors, la vérité est encore loin d'être entièrement révélée, et ce qu'il refuse de dire pourrait s'avérer bien plus grave que ce qu'il a déjà reconnu. La scène finale se déroule dans un calme trompeur. Blanche annonce à Vadim une nouvelle qu'elle attendait avec impatience. Sa photo a été sélectionnée à la 2e place du concours. Une reconnaissance importante, presque inespérée, qui devrait être un moment de joie pure. Vadim la félicite sincèrement, heureux pour elle, mais son sourire se fissure rapidement. À son tour, il lui confie ce qu'il traverse. Noémie l'a quitté, brutalement, sans véritable explication. Il a tenté de la joindre, de comprendre, de renouer le dialogue. Mais elle ne répond plus à ses messages. Le silence est total. Il le vit comme une mise à l'écart incompréhensible et douloureuse. Blanche l'écoute, partagée entre sa joie et l'inquiétude qu'elle ressent pour lui. Puis tout bascule en une fraction de seconde. Blanche se lève. Un geste anodin. Un instant suspendu. Soudain, un bruit sourd déchire l'air. Un énorme pot de fleurs se détache au-dessus d'elle et chute brutalement. Vadim crie. Attention Blanche. Le temps semble se figer. Le pot tombe. Blanche a-t-elle eu le réflexe de s'écarter à temps? Ou est-elle sur le point d'être frappée de plein fouet? La scène s'interrompt là, dans un suspense brutal et glaçant, laissant planer une seule question, lourde de conséquences. Blanche va-t-elle échapper au danger ou ce drame était-il inévitable? Et c'est sur cette sensation oppressante que s'achève l'épisode 509 de Plus belle la vie. Un épisode qui ne donne pas de réponse claire, mais qui laisse derrière lui une multitude de fractures ouvertes, de silences lourds et de vérités encore inaccessibles. Car au fond, rien n'est réellement apaisé. L'enquête avance, certes, mais elle avance sur un terrain instable. Les aveux de Théo n'ont pas levé le voile, ils l'ont au contraire épaissi. Son mutisme soudain agit comme un signal d'alarme. Ce qu'il choisit de taire semble désormais plus dangereux que ce qu'il a accepté d'admettre. Et derrière cette affaire qui se complexifie, une question obsède, protège-t-il quelqu'un ou tente-t-il simplement de retarder l'inévitable? Autour de lui, les répercussions se font déjà sentir. Les certitudes tombent, les alibis s'effondrent, et la confiance se délite peu à peu. Chaque regard échangé, chaque mot retenu, chaque hésitation devient suspecte. L'impression que tout le monde ne joue pas franc jeu s'installe durablement, laissant planer une menace diffuse sur l'ensemble de l'intrigue. En parallèle, les failles intimes se creusent. Chez Vanessa, le masque est tombé. Derrière l'apparente désinvolture, la peur est bien réelle, presque paralysante. La crainte que la vérité puisse venir de là où on l'attend le moins, et surtout qu'elle emporte tout sur son passage. Ulysse, lui, comprend que cette fragilité n'est pas une faiblesse passagère, mais le signe que quelque chose de plus grave est en train de se jouer. Au Mistral, la vie continue en apparence. On parle de cuisine, de concerts, de projets, de petits arrangements du quotidien. Mais sous cette normalité de façade, les tensions s'accumulent. Les non-dits pèsent, les quiproquos laissent des traces, et certains choix, faits dans la précipitation ou par peur d'affronter la réalité, pourraient avoir des conséquences irréversibles. Ici aussi, l'équilibre est fragile, et il suffirait de peu pour qu'il vole en éclats. Et puis il y a cette dernière image. Ce moment suspendu, presque irréel. Un geste banal, une seconde d'inattention et le danger qui surgit sans prévenir. Le sort de Blanche reste incertain.
Cette fin brutale agit comme un électrochoc, rappelant que dans Plus belle la vie, rien n'est jamais acquis, et que le drame peut frapper au moment où l'on s'y attend le moins. La tension ne retombe pas. Elle s'ancre. Elle s'installe. Elle prépare la suite. Cet épisode nous laisse avec une certitude glaçante. La tempête ne fait que commencer. Les vérités encore cachées risquent d'être bien plus dévastatrices que celles déjà révélées. Et les prochains choix des personnages pourraient changer durablement le cours de leur histoire. Merci d'avoir suivi ce résumé jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Que vous inspire le silence de Théo? Jusqu'où cette intrigue peut-elle aller? Et surtout, Blanche est-elle réellement hors de danger? On se retrouve très bientôt pour la suite de Plus belle la vie. Car à Marseille, quand tout semble s'arrêter, ce n'est souvent que le début.